de nombreux arrêtés, décrets, règlements, recommandations pour l'avenir de la profession des psychologues, comme pour l'éthique et la responsabilité de ces pratiques. Ces réformes et décrets impactent et modifient en profondeur la profession des psychologues, ses pratiques et son autonomie. Plus encore, ceux-ci transforment profondément l'ensemble du champ sanitaire, médico-social, dans un esprit neuroéconomique émanant d'une idéologie capitaliste libérale exacerbée. De tout ceci découlent des conséquences concrètes pour la profession des psychologues. Une domination des théories neuroéconomiques dans le champ du soin psychique. Une logique comptable émanant d'objectifs de rentabilité à court terme. Des tensions sur les soignants et l'allongement des files d'attente des patients avec pour corollaire une réduction de la qualité des prises en charge et des faux-semblants de performance et d'efficacité. Auquel s'ajoute un contrôle accru des pratiques et des professionnels voués aux actes automatiques et standardisés. Une pression administrative et normative sur les pratiques, méprisant la singularité des situations cliniques, des besoins du patient et la responsabilité du praticien. Aussi, si nous n'agissons pas dès maintenant, de nouveaux dispositifs dits innovants se verront associés à des patients abstraits. Ces dispositifs proposent, en réalité, de transformer les soins en actes automatiques, prescrits par une chaîne continue de production, faisant des patients en souffrance des pièces détachées à réparer le plus rapidement possible, oubliant totalement le contexte social d'où émergent les souffrances. Il se produira une paramédicalisation du psychologue exerçant sous contrôle et prescription médicale. Celle-ci dénie complètement les limites de temps et de formation des médecins chargés de cette besogne de prescrire. Plus encore, se trouve ainsi dégradée la spécificité et la qualité de la formation des psychologues, de leurs méthodes et connaissances en psychopathologie clinique acquises au cours de leurs études dans les départements de sciences humaines et sociales. Aussi, cette approche neuroéconomique comptable met en œuvre véritablement une dévalorisation économique et sociale du soin psychique, en refusant les créations nécessaires de postes dans les services hospitaliers et les établissements du médico-social, confiant dans le même mouvement une prise en charge ubérisée à des libéraux sous-payés et contraints à l'abattage. Contre ces réformes, les psychologues se mobilisent et se constituent dans la durée et dans l'action en collectif, appelés à organiser leur opposition à ces réformes méprisantes pour les patients, méprisantes pour les familles et leurs souffrances, et pour ceux qui les prennent en charge. Ce rassemblement a pour base minimale partagée l'unité de la profession de psychologue dans le respect et la reconnaissance de ses orientations et pratiques plurielles, l'appartenance de la psychologie au champ des sciences humaines et sociales, l'opposition aux dérives idéologiques des neuroscientistes et aux approches techno-comportementales de l'humain. L'objectif de la journée, que faire? Que faire pour arrêter dans l'immédiat ces réformes qui disqualifient nos métiers au mépris des patients et qui dérivent dangereusement vers une chosification des humains? Que faire pour préserver l'unité de la profession des psychologues, réfléchir ensemble à ces pratiques plurielles, réaffirmant la nécessité primordiale de les inscrire toujours dans le champ des sciences humaines et cliniques, seul à même de prendre en compte l'ensemble des dimensions psychologiques et sociales des souffrances humaines. Je vais passer la parole au collectif POP, Catherine Recher. Bonjour à toutes et tous. Merci à Roland Gori et Stéphane Chédry de m'avoir proposé d'intervenir à cette table ronde. Donc, je suis Catherine Recher du collectif Les Signataires Collectif POP. Et je vais tâcher de rendre compte brièvement du processus de paramédicalisation de notre profession à l'œuvre depuis plusieurs mois dans les mesures, rapports et textes réglementaires. Une paramédicalisation au service d'une gestion comptable de la santé psychique du moindre coût
œuvrant pour une désinstitutionnalisation, quel qu'en soit le coût humain et pour notre société. Cela dépasse notre profession et trouve son inspiration dans les politiques d'autres pays. Comment s'opère cette paramédicalisation qui ne dit pas son nom? Car jusqu'à présent, rappelons que nous ne sommes pas professionnels de santé, inscrits comme tels dans le Code de la santé publique. Nous ne sommes pas contre le médical, nous sommes hors du médical, ce qui participe à la richesse de la pluridisciplinarité. Notre discipline appartient à la catégorie des sciences humaines et sociales, notre ministère de tutelle est celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Notre profession est composée de praticiens, d'enseignants et de chercheurs travaillant dans des domaines très diversifiés, allant de la psychologie expérimentale à la psychologie clinique, en passant par la psychologie sociale ou du développement. Cette pluralité des champs de la psychologie fonde notre autonomie et notre capacité à intervenir dans tous les domaines de la société, la santé, le social, l'éducation, la justice, la défense ou les entreprises. C'est déjà une paramédicalisation dans les faits, avec une trentaine de dispositifs expérimentaux et autant de cahiers des charges des ARS qui imposent un cadre d'exercice, parfois le choix des orientations, avec plusieurs mesures au nom d'une solidarité citoyenne, les fameux chèques psy gratuits. Et enfin, 3 dispositifs nationaux très inquiétants relatifs au parcours du patient atteint d'un cancer, au parcours de la prise en charge des troubles neurodéveloppement TND et au remboursement des consultations de psychologues en libéral, le dispositif Mon Psy Santé. C'est aussi une paramédicalisation dans les intentions avec des préconisations, des recommandations, des rapports et des annonces gouvernementales méconnaissant notre profession. Elle trouve son origine dans plusieurs programmes étrangers, dont le programme britannique portant sur les troubles anxieux et dépressifs mis en place en 2008 et qui va inspirer nos politiques de gestion comptable de la santé mentale, la CNAM, la Cour des comptes, très intéressée par les données chiffrées en termes de rentabilité. Ça commence en 2015, la CNAM propose de mettre en place des expérimentations permettant un accès à des thérapies non médicamenteuses, encadrées sur le plan financier et s'inspirant d'initiatives menées dans d'autres pays. Les psychologues au début semblent en être exclus. Mais en 2018 est mis en place l'expérimentation CNAM pour la prise en charge des thérapies non médicamenteuses sur prescription médicale. En 2019, le rapport de la Cour des comptes, qui s'est saisi des données du programme britannique, préconise la généralisation du remboursement des consultations de psychologues dans un dispositif qui doit rester positif en termes de coûts et confirme ainsi les tarifs expérimentés après de savants calculs en se basant sur le salaire d'un psychologue de la fonction publique hospitalière et un nombre limité de séances. Elle trouve également son origine dans les lois de financement de la sécurité sociale qui vont faciliter dès 2016 le financement et la mise en œuvre d'expérimentations dans le parcours de soins des patients. Enfin, dans une suspicion à l'égard de nos compétences et de nos formations que l'on va retrouver dans plusieurs rapports qui disqualifient notre formation universitaire, légitiment ainsi un contrôle médical et par les pouvoirs publics de notre exercice et appellent à une refonte de notre formation sous tutelle médicale. Cette paramédicalisation se concrétise par tous ces dispositifs. Je vais prendre l'exemple de l'arrêté du 10 mars 2021 portant sur l'expertise des psychologues dans le parcours de la prise en charge des TND. En 2018, un nouvel article apparaît dans le Code de la santé publique introduisant les TND et les professionnels impliqués dont les psychologues, non professionnels de santé. Un premier arrêté sort en 2019 relatif au contrat qui va lier ces professionnels à ce parcours. Un second, celui du 10 mars 2021, va dicter nos pratiques. Un troisième article va être publié à l'été et portera sur le compte-rendu que le psychologue doit rédiger. Cet enchaînement législatif savamment mené fait de nous des auxiliaires médicaux. Nous perdons notre autonomie de pensée, d'exercice, ainsi que nos compétences d'expertise en psychopathologie niées. Nous avons pratiquement la même chose pour le parcours patient-cancer. Tous les dispositifs expérimentaux se basent sur celui de la CNAM de 2018, avec un nombre limité de séances et un passage obligatoire par le médecin quand ce n'est pas une prescription. Sur la trentaine de dispositifs, une douzaine sont sur prescription médicale. Il est intéressant de noter que dans les cahiers des charges, tout est argumenté en termes de rentabilité et de coût. Un modèle comptable et sous contrôle médical pour le psychologue s'instaure. Tous ces dispositifs concernent en premier chef les psychologues libéraux, mais également les psychologues du secteur médico-social, avec la mise en place de plateformes d'orientation et de coordination, et impactent indirectement les psychologues du service public, notamment ceux en CMP. Ils ont clairement pour objectif de faire des économies et contrôler ce que font les psychologues, comme l'ont si bien recommandé les rapports IGAS,
de la Cour des comptes, du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, et ou encore la mission Nota du Ségur de la santé. Ils vont tous être remplacés par le dispositif Mon Psy Santé, où il n'y a certes pas de prescription, mais un adressage systématique et des comptes rendus d'évaluation et de bilan à faire pour chaque suivi. Nous attendons de voir quels seront les décrets d'application et s'ils vont se conjuguer comme le dispositif de prise en charge des TND. Il se dessine par ailleurs l'intention chez les politiques d'inciter ceux d'entre nous qui le souhaitent à devenir des professionnels de santé via ces dispositifs. Cela est clairement énoncé dans le rapport de mission d'information de M. Cyril Isaac Sibyl du 7 juillet 2021 portant sur l'organisation des professions de santé, quelle vision dans 10 ans et comment y parvenir. Le rapport porte essentiellement sur l'évolution des professions paramédicales. Il y est envisagé que les psychologues qui se conventionneront pourraient, s'ils le souhaitent, je cite, être reconnus comme appartenant à une profession de santé. Au vu des préconisations hors sol et de l'ensemble de ces mesures qui nous font perdre toute autonomie, notre entrée dans le Code de la santé publique et même la création d'un nouveau livre professionnel serait une paramédicalisation qui ne dit pas son nom. Dans ces dispositifs, nous perdons nos compétences d'évaluation et notre capacité à choisir nos méthodes et nos techniques. L'accès direct au psychologue n'est plus. Nous devenons de simples exécutants, coupés de la réflexion théorique alimentée par les différents courants et branches de la psychologie. En tentant de paramédicaliser les psychologues intervenant dans le champ de la santé, il s'agit bien d'un pied dans la porte à une mise sous la tutelle des pouvoirs publics de l'ensemble des psychologues, toutes disciplines confondues. Nous sommes tous concernés. D'ailleurs, le dispositif Mon Psy Santé s'adresse à tous les psychologues ayant une expérience clinique. Je finirai en disant que cette paramédicalisation sert une politique de désinstitutionnalisation. Ces dispositifs participent activement au démantèlement des services publics et du secteur médico-social qui sont dévolus à tous, dont les plus démunis et vulnérables d'entre nous, et où l'accès y est libre et gratuit. Depuis de nombreuses années, les conditions d'exercice dans ces structures se dégradent. Les salaires ne sont pas revalorisés depuis plus de 30 ans pour les psychologues. Les postes ne sont plus attractifs et non renouvelés. La demande augmente, les listes d'attente avec. Pour pallier cette attente, plutôt que de renforcer les moyens dans ces secteurs, une politique du tout à l'économie orchestre un report sur les psychologues libéraux intenable et portant atteinte à leur autonomie d'exercice. Dans le secteur médico-social, sous couvert de désinstitutionnalisation et de logique du tout inclusif, les pratiques de soins élaborées en équipe pluridisciplinaire sont progressivement détruites pour faire place à des plateformes d'évaluation et d'orientation qui déshumanisent les prises en charge et reportent sur les psychologues libéraux le travail de leurs collègues en institution. Le remboursement de quelques consultations auprès d'un psychologue en libéral se fait au prix d'un coût très lourd pour la société en termes de santé psychique et au prix d'une perte d'autonomie d'une case de notre profession qui doit tous nous interroger. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Roland Gory et Stéphane Chedri de m'avoir invité à cette table ronde. Donc, je suis Frédéric Tordeau et psychologue clinicien et adhérent cofondateur du M3P, Manifeste des psychologues cliniciens et des psychologues psychothérapeutes. Et je vais vous parler de Mon Psy Santé, à la suite de Catherine, le nouveau petit nom donné au dispositif de remboursement des consultations en libéral qui, si nous ne le compterons pas, va venir s'insinuer tel un parasite dans nos pratiques futures en institution comme en libéral. Alors nous savons déjà que les modalités de ce dispositif vont à l'encontre de la qualité de nos prises en charge, mais ce qu'il faut envisager également, c'est que c'est bien l'ensemble du dispositif qui constitue une prescription et pas seulement une de ces modalités. Et pour l'approcher, je vais vous donner 10 raisons essentielles qui ne peuvent que nous inviter à boycotter massivement ce dispositif paramédical, comme une réponse d'ailleurs à l'affiche gouvernementale qui propose dans son titre 10 raisons pour candidater. Alors premier point, ce dispositif est fait pour un tout petit nombre de patients, parce qu'il est limité dans ses indications aux troubles anxieux et dépressifs d'intensité légère et modérée, qu'est-ce que ça veut dire, et aux addictions légères. Il va à l'encontre de la probité du psychologue qui se voit refuser par mépris de ses fonctions et qualifications l'accueil de toutes les souffrances psychiques dont il est pourtant le spécialiste. En poussant jusqu'à l'absurde, il faudrait donc stopper le cours d'une prise en charge
parce que l'on se rendrait compte que la souffrance du patient est d'une autre nature que celle pour laquelle il a été inclus dans le dispositif au départ. Second point, une tarification contrôlée. Le parcours est limité à 8 séances par an et 30 € par séance, qui correspond à environ un demi-tarif actuel. En outre, ces limitations sont contraires à l'autonomie professionnelle, d'une part s'agissant de la mise en place du cadre, mais d'autre part en tant que le psychologue ne fixe plus librement ses honoraires et que la loi n'autorise aucun dépassement. Compte tenu de la pluralité de nos pratiques thérapeutiques qui montrent d'ailleurs la vitalité de la psychologie clinique qu'il faut absolument préserver, la liberté des horaires est pourtant essentielle avec une base de remboursement qui pourrait tout à fait s'appliquer. Troisième point, la lourdeur du parcours. Le patient entre dans un parcours de soins coordonnés qui fait du médecin généraliste le pivot du dispositif. Le psychologue se voit octroyer un rôle de praticien des petites souffrances, d'accompagnement psychologique généraliste à spécialisé et sous contrôle. L'accès direct et libre est dans le même temps rompu. Quatrième point, une méconnaissance, car ce dispositif de remboursement dévalorise la profession. Le psychologue fait partie depuis longtemps de l'écosystème du soin psychique, encore mieux affirmé avec la crise pandémique et sanitaire. Au contraire, ce dispositif remet en cause la responsabilité même de ses compétences. Son cadre d'intervention est entouré, sans possibilité de mettre en place un dispositif qui réponde en toute autonomie aux objectifs de son intervention, par exemple le nombre de séances. Cinquièmement, le dispositif renforce les inégalités. Inégalités sociales, seuls les patients les mieux informés entreront dans le dispositif. Inégalité des indications, nous l'avons vu, mais également inégalité territoriale, à la fois pour l'accès aux psychologues limité en nombre par région et pour l'accès aux médecins généralistes prescripteurs. En milieu rural, il faut parfois 1 à 6 mois avant d'obtenir un rendez-vous. Sixièmement, il s'agit d'une évidente paramédicalisation. Le psychologue se retrouve sous la tutelle d'un dispositif paramédical construit et prescrit par le corps médical. Malgré lui, le médecin généraliste se voit attribuer une spécialité en soins psychiques, tandis qu'il n'est pas toujours un facilitateur de ce même soin. Le patient n'a pas nécessairement la possibilité subjective d'aborder avec lui son intimité psychique. Par ailleurs, faut-il le rappeler, hors parcours coordonné, un spécialiste reste remboursé, de manière moindre que s'il est adressé par un médecin traitant. Au contraire, hors parcours coordonné, le psychologue, quant à lui, ne peut plus recevoir de patients dans le cadre de ce conventionnement. C'est donc bien une prescription, et je vous passe les avantages en cotisation dont nous ne profiterons évidemment pas. Septièmement, le patient ne peut plus faire le choix de son psychologue, limité au seul psychologue conventionné. On pourrait même s'interroger sur la constitutionnalité d'un tel dispositif qui priverait d'un avantage supposé les psychologues non sélectionnés, à diplôme et ou expérience équivalent en psychologie clinique, et qui construirait arbitrairement une inégalité entre les psychologues cliniciens conventionnés et ceux qui ne le sont pas. Huitièmement, il s'agit d'une dévaluation de notre qualification. Le psychologue clinicien psychothérapeute possède un même niveau de compétence en psychopathologie et en évaluation de diagnostic des troubles mentaux que le médecin psychiatre, attesté par le titre de psychothérapeute. De semblables conditions de pratique du soin psychique devraient donc s'appliquer. Au contraire, ici, ces compétences sont niées ou bien écrasées par ce dispositif, qui pourrait mener, par exemple, une séance de MDR à ces conditions de pratique et de tarification. Neuvièmement, ce dispositif porte une grave atteinte au secret professionnel, qui est une norme déontologique partagée par l'ensemble des psychologues. Dans ce dispositif, nous devons obligatoirement échanger des informations confidentielles avec le médecin généraliste à l'entrée et à la sortie du dispositif. Enfin, et comme on peut l'observer, le dispositif est contraire de bout en bout à notre déontologie, à l'ensemble des principes généraux du Code, ainsi qu'à plusieurs de ses articles, comme le soulignera d'ailleurs la table ronde cet après-midi animée par Élise Marchetti et Alain Abelhauser. Donc, chers collègues, ne nous y trompons pas. C'est bien l'ensemble du dispositif qui est une prescription. C'est un dispositif paramédical, initié, construit et contrôlé par un tiers non psychologue. Aussi, la négociation et la communication en faveur d'un tel dispositif constitue une entorse sans précédent à notre identité professionnelle. Comme je le précisais en introduction, c'est toute la structure du dispositif
qui constitue une prescription et non pas seulement une de ses modalités. Alors permettez-moi cette métaphore, en restant dans cette boîte, nous n'aurons de cesse de chercher à la modifier. Pour autant, jamais ces modifications ne pourront changer la structure même de la boîte. Ce pourquoi négocier, et plus encore aujourd'hui ne pas inviter à un boycott franc et massif est une grave décision. Souvenons-nous de cette formule, quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Eh bien, quand le sage désigne la boîte, l'idiot regarde à l'intérieur sans pouvoir jamais en sortir. Cette folle immersion en terrain paramédical constitue un message adressé au pouvoir public sur notre caractère prescriptible, y compris demain par rapport à nos cadres d'exercice, à nos pratiques et à nos orientations cliniques, comme l'a très bien rappelé Catherine. Nous défendons avec le M3P une orientation plurielle des pratiques thérapeutiques dans le respect de toutes celles de nos collègues, car nous croyons à l'approche démocratique et complexe de la réalité psychique, pas de compromis avec le soin psychique. Je vous remercie. Je vais dire des choses très très simples et je vais prendre un petit peu de recul. La question de cette table ronde était « Pourquoi sommes-nous ici ?» Je crois que ça a été très très directement exposé jusqu'à présent. Ce dont il s'agit, c'est de dire aussi pourquoi certaines organisations, et d'une manière aussi un petit peu plus large, sont présentes. Donc c'est ce que je vais faire à propos de l'organisation que je représente ce matin. Pourquoi sommes-nous là? Moi, j'aurais tendance à dire simplement parce que notre monde ne va pas très bien. Alors vous allez me dire aussitôt, ça c'est pas un scoop, c'était vraiment pas la peine de se lever de bonne heure ce matin pour entendre ça, et surtout c'est pas très nouveau. Alors je dirais plutôt qu'il ne va certes pas très bien, et pas vraiment mieux qu'avant sur toutes sortes de plans, mais que, et je suis pas sûr qu'on en prenne complètement la mesure, qu'il a à faire face actuellement à des défis, à des menaces qui sont complètement inédites à l'échelle de l'histoire. Et qu'en France, même si nous sommes certainement très privilégiés par rapport à de très nombreux endroits du monde, rien ne conduit pourtant à se réjouir particulièrement. Et que de plus, dans les deux domaines que je connais un petit peu, celui de la santé et de l'hôpital d'une part, celui de l'université, de l'enseignement et de la recherche d'autre part, eh bien là, ça va vraiment très mal. Très mal, au point que la substance même de ce qu'on est censé y faire, soigner, enseigner, chercher, peut-être même parfois trouver. Alors évidemment, depuis Freud, on sait que ce sont des métiers impossibles. Mais que la substance même de ce qu'on est censé y faire est dévoyée et vraiment très proche de disparaître. La psychologie, les pratiques des psychologues en tout cas, sont évidemment au carrefour, au cœur de ces questions. Non seulement les psys ont à se coltiner, j'allais dire la souffrance du monde, peut-être pas, je crois que tout le monde ne se prend pas forcément pour Jésus-Christ. Disons la souffrance de beaucoup de leurs contemporains. Mais, de surcroît, il me semble qu'ils en arrivent à devoir témoigner singulièrement de cette souffrance. Ce qui organise, me semble-t-il, une sorte de contrat social. Les psys, outre leur travail auprès de ceux qui souffrent, rendent compte aussi, et ainsi, des maux de la société. À elles, en retour, de les aider un peu à l'aider elle-même. On dit volontiers qu'une société se juge à la manière dont elle traite ses vieux, ses fous, et d'une façon plus générale, ses déviants. Il me semble que maintenant, nous pouvons dire aussi qu'elle se juge à la manière dont elle traite ses psys. Ceux qui, justement, contribuent à prendre en charge tous ceux qui sont souvent laissés à ses marges. Cela étant, je crois que c'est depuis Pasteur, on a compris que la génération spontanée n'existe pas trop, même pour les psys. Les psys, il faut qu'ils se forment, qu'ils se construisent les moyens de leur pratique, qu'ils apprennent et qu'ils s'apprennent les conditions de leur exercice. C'est une tâche que l'on a confiée, entre autres, et certainement pas exclusivement, à l'université. Dans l'université,
tout le monde ne s'en rend pas forcément compte, hein, même parmi les gens ici présents, c'est un monde assez curieux. Un monde censé former à des métiers, tâches essentielles ou exclusives, voudrait-on nous faire admettre, alors que l'université n'est pourtant pas vraiment organisée pour ça. Ce n'est pas un institut de formation. Et qu'elle se concentre plutôt sur un préalable. Faire penser. Faire penser, c'est-à-dire acquérir les outils intellectuels qui permettent de penser le monde, de penser l'autre, de penser soi-même, avant d'apprendre telle ou telle technique de résolution de problèmes. Prendre la mesure de son ignorance et se mettre alors joyeusement à son école, plutôt que de s'enfermer dans un savoir clos et des compétences qui sont nécessairement limitées. Alors, l'université forme-t-elle des psychologues? Elle y contribue en tout cas. Elle tente de leur apporter ces conditions nécessaires, bon, qui à mon sens ne sont pas suffisantes bien sûr. Elle tente de leur apporter les conditions nécessaires à leur exercice. Et elle leur délivre les sésames requis pour cet exercice, diplôme et titre. Ce qui pose une triple question. Le fait-elle bien, d'une part? Le fait-elle de telle manière que ces sésames qu'elle délivre aient la reconnaissance sociale et la portée, l'efficace, auquel prétend notre profession, d'autre part? Et comment, enfin, cette formation doit-elle évoluer pour que les professionnels qu'elle adoube soient au mieux préparés aux tâches difficiles qui les attendent dans ce monde difficile aussi, et en évolution si rapide qu'il bouleverse constamment les repères des sujets qu'il compose. J'en arrive ainsi à cette évidence. Penser les questions posées par les pratiques des psychologues sans penser celles qui sont posées par l'institution pressentie pour les former n'a pas de sens. Voilà donc, en première intention, pourquoi le SURP est ici. Le SURP, c'est le séminaire interuniversitaire européen d'enseignement et de recherche en psychopathologie et psychanalyse. C'est un long acronyme, je vous l'accorde, mais il couvre bien la fonction que ce séminaire s'est donnée. De quoi s'agit-il? D'une association d'universitaires qui s'est constituée autour de Pierre Fédida et de Roland Gory à la toute fin du siècle dernier. Roland n'aime pas trop que je précise certaines dates parce que ça insiste sur le temps qui passe, mais je le dis quand même. Donc c'est une association d'universitaires qui s'est constituée pour défendre la place de la psychanalyse à l'université. Et au-delà, dirais-je maintenant, certaines des valeurs qu'elle incarne et qu'elle maintient. Une certaine éthique, par exemple. La dimension clinique aussi. Et certaines de leurs conséquences sur un plan, c'est un gros mot, mais je le prononce, sur un plan très clairement politique. Le SURP compte un peu moins de 300 membres à présent, des maîtres de conférences et des professeurs pour l'essentiel, qui sont répartis dans la plupart des universités françaises ayant des départements de psycho, ainsi que quelques étudiants avancés en doctorat et des praticiens ayant des fonctions de chargé de cours à l'université. Le SURP a été un élément décisif, je crois, dans toute une série de combats de ces 2 dernières décennies. L'usage du titre de psychothérapeute, les intitulés des masters de psychologie, les orientations prises par la 16e section du Conseil national des universités, ou encore les questions posées par la sélection des étudiants à l'entrée en master. Et le SURP entend maintenant apporter son soutien, son expérience et ses forces dans la bataille, car je crois que c'en est bien une, qui se livre en ce moment et ici, aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous là? Pour toutes ces raisons, plus une. Parce qu'il s'agit aussi, ce faisant, de permettre à une société et à ceux qui pensent ces blessures de s'ajuster. Et qu'il s'agit aussi de permettre aux psys de trouver, de retrouver
toute la légitime fierté qu'ils sont en droit d'éprouver à l'exercice de leur métier. Je vous remercie. Je vais dire quelques mots sur pourquoi une association psychanalytique, la mienne, Espace Analytique, se retrouve engagée dans la convergence des luttes des psychologues face au carcan administratif qui leur est proposé, imposé, il faut plutôt dire ça comme ça. Et c'est en plus, celui qui vous parle en plus, n'est pas purement psychologue comme formation, il est psychologue, mais il est aussi psychiatre, donc j'ai vraiment tous les éléments de... Alors, certes, aujourd'hui, la majorité des psychanalystes sont psychologues. On entend pas. Bon, d'accord. La majorité des psychanalystes sont psychologues, c'est vrai. Mais ça pourrait être, c'est déjà une raison en tant que telle, et c'est pas la seule. Psychologues, psychiatres, longtemps, pour moi qui suis pas tout jeune, ont longtemps été des prête-noms pour les psychanalystes. Et les psychanalystes se sentaient à distance de ces fonctions. C'était de bon ton, dans les années 50, 60, 70. Dans les années 70, aucun psychanalyste n'aurait mis psychanalyste sur son papier en tête ou sur ses plaques, et sur les plaques professionnelles. Ça a commencé dans les années 80. C'est un symptôme, c'est un trait. Certes, on n'est pas psychanalyste, ça c'est sûr. Mais ce débat, à l'époque, il était de très bon ton pour se désengager des questions sociales, de dire que la psychanalyse était extraterritoriale, clandestine, ce sont les mots de ma jeunesse à l'école freudienne de Paris. Il y avait pourtant en même temps, à l'époque, des débats sur le remboursement des traitements, initiés par Jean Clavreul. Il y avait des questions qui se soulevaient sur les questions politiques, et puis il y avait un certain nombre de psychanalystes, effectivement, et l'influence de Lacan et de la psychanalyse a été considérable dans le remaniement de toutes les structures de soins dans l'après-guerre. Alors, voilà. Mais aujourd'hui, on passe à autre chose, ça c'est clair. Le succès des psychanalyses, et peut-être que là les psychanalystes ont été un peu aveugles, dans les années 50 à 80, une trentaine d'années, disons, me semble aussi s'être fait dans une sorte de grand malentendu, parce que ça aura été, me semble-t-il, le masque, l'écran de la déferlante des psychothérapies de toutes sortes qui ont suivi et qui les ont un peu accompagnés, chargées aujourd'hui de traiter, comme annoncé par Freud, le malaise grandissant dans la culture, ou les impasses croissantes de la civilisation, si on reprend. Et du coup, un effet qu'avait noté il y a longtemps déjà Elisabeth Rodinesco, un effet de massification. Les psys de tout genre sont devenus très nombreux, effectivement. Donc évidemment, inévitablement, il va y avoir de la réglementation. Et on le voit bien. Quand j'ai commencé à pratiquer, venir voir un psy, c'était un peu honteux. On faisait comme Freud, il y avait une entrée et on sortait par une autre porte. Aujourd'hui, c'est une pratique tout à fait courante et même banale. Font exception ceux qui n'en ont jamais consulté. Dans le même temps, et à mon avis c'est solidaire, il y a eu une mutation considérable de la psychiatrie, dont on commence aujourd'hui à s'inquiéter, mais qui est déjà très ancienne, et qui se repère avec l'abandon progressif de tout ce qui a été les innovations de l'après-guerre. Psychothérapie institutionnelle, qui se maintient plus ou moins clandestinement encore, mais de façon plus officielle, le secteur qui est dans une situation absolument épouvantable, etc. On est sorti d'une période illusoire de noces qu'on a imaginées heureuses entre psychiatrie et psychanalyse, entre tout le système de soins et la psychanalyse. Ça a duré une trentaine d'années. Et la psychiatrie, se sépare de la psychanalyse au nom de la science. Science entre guillemets. Notre génération, je parle de la mienne, a vécu dans l'espoir que la psychanalyse, pour reprendre le mot de Lacan, allait apporter à la psychiatrie la compréhension du fou qui manque au psychiatre. Cette sympathie illusoire n'a pas pour autant sorti le psychiatre, je cite Lacan, de son sommeil.
Et aujourd'hui, le rôle qui était dévolu aux psychiatres va se scinder, comme toute cette dimension du soin psychique. D'une part, un service social qui va retourner au social, au traitement social de la folie, avec un projet surtout, parce que quand même c'est cela qui est derrière, je parle de la place d'une association psychanalytique, c'est avec un projet qui va petit à petit prendre une coloration de plus en plus rééducative, et de moins en moins psychothérapique. Ce secteur social, ce traitement social, c'est là que les psychologues vont petit à petit être assignés. Et puis, ce traitement social avait été déjà amorcé à l'hôpital, mais maintenant il est assumé de plus en plus par les prisons, les lieux d'accueil sociaux, des organisations publiques ou caritatives, et la rue. L'autre face de la fonction, je rappelle le cri d'alarme de Xavier Emmanueli il y a quelques années, disant que maintenant ils avaient affaire dans les squats et dans la rue à plus de 50% parmi les SDF de patients psychiatriques sans suivi, de patients psychotiques sans suivi. L'autre face de la fonction du psychiatre va se distinguer de ce premier aspect en s'articulant de plus en plus à la dimension technoscientifique, pharmacologique de la discipline. Le psychiatre deviendra, comme le médecin dont parle Lacan dans sa conférence au Collège de médecine, un distributeur de médicaments et aussi un prescripteur des rééducations. Voilà, juste, voilà, il y en a de moins en moins. C'est ce qui nous concerne ici. Et Lacan, dès 1967, affirmait que la psychiatrie rentre dans la médecine générale sur la base de ceci, que la médecine générale elle-même entre dans la dynamique pharmaceutique. Une nouvelle situation s'annonce, qui va vraiment contraindre les psychiatres à cette pratique, c'est la réduction considérable du nombre de praticiens. Il y a une décennie, je ne crois pas plus, il faudrait vérifier, 5000 pédopsychiatres en France. Aujourd'hui, il y en a 600. Voilà. Et les systèmes d'accompagnement, de coordination, de mesures sociales, d'accompagnement d'anachronisme. Alors, pour les psychothérapies, le premier coup de ce mot, ça a été la loi Accoyer. Et effectivement, ça a été une première tentative de mise en ordre. On a réussi à se débrouiller pour ne pas être trop complètement policé par cette affaire. Mais l'ampleur du développement biopolitique, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, je rappelle que pour Foucault, la biopolitique, ce n'est pas un système qui sépare des gens en les excluant, c'est un système généralisé d'inclusion. L'inclusion, c'est un terme qui, au contraire, caractérise pour Foucault le système biopolitique. De notre monde, avec un versant, alors Stigler a parlé de psychopolitique, mais disons généralement, au sens de Roland Gori, la médicalisation de distance, dont on a véritablement un exemple très intéressant et symptomatique quand on est un vieux praticien comme moi et qu'on a vu l'évolution de son usage, le DSM et les nouvelles SIM. Au départ, le DSM c'était un truc qu'on mettait pour côté, mais on ne parlait pas de DSM. C'était un truc complètement à part. Je rappelle d'ailleurs qu'au départ c'était un outil statistique. Le projet était uniquement avec le DSM de rendre voilà, qui est un vocabulaire commun pour les études statistiques. Quelqu'un comme Nancy Andréasen, qui par exemple a été une des rédactrices du DSM, s'étonnait que le DSM, qui avait cette fonction-là pour les études statistiques d'évaluation des traitements, ait pu devenir un outil clinique. Elle n'a jamais imaginé qu'une chose comme ça pouvait se passer. Regardez les travaux de cette association, de ce groupe qui a des intérêts concomitants avec les nôtres, Stop DSM. Hein, voilà. Il y a là, d'ailleurs, cette médicalisation d'existence, entre deux DSM, quelqu'un avait évalué que le nombre d'Américains pouvant ressortir d'une des catégories cliniques, je crois que c'est pour le DSM-5, avait doublé entre le 4 et le 5. Hein, c'est-à-dire était passé d'environ 40% à maintenant 85%. Donc, voilà. Et tout ça allait relever de ce diagnostic. Outils statistiques, mais aussi outils économiques. Je trouve que l'une des meilleures critiques ou des meilleures interrogations du DSM a été faite par Marco De Corpeliada. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une exposition que quelques collègues, dont des psychanalystes, avaient fait à la Maison Rouge.
Ils ont fait un certain nombre de conférences de cet ordre-là, où ils avaient mis en rapport, parce que c'est exactement le même chiffrage, les catégories, les chiffres du DSM désignant les catégories cliniques et le catalogue Picard surgelé, puisque c'est strictement les mêmes chiffres, voilà, en mettant, je ne sais pas, les délires chroniques en rapport avec la tarte tatin surgelée, ce qui est véritablement quelque chose d'extrêmement juste, parce que ces traitements, et c'est à ça que sert aussi le DSM, c'est un traitement, c'est une gestion possible par fichier Excel. On y va tout à fait, on y est déjà dans le champ de la médecine, avec la T2A, etc., depuis quelques années. Et c'est cet élément qui me paraît tout à fait fondamental. Et aujourd'hui, on a un mouvement qui en réalité est un système de ségrégation. On revient à un système extraordinaire à travers cette inclusion de ségrégation de la folie entre, par exemple, le partage nouveau entre aigu et chronique. Le partage renouvelé, disons que ma génération avait vu cela s'effacer. Et une gestion d'une part administrative, tarifs fixes, liens aux assurances, etc. Et d'autre part, effectivement, une paramédicalisation. C'est ce cadrage, ce nouveau modèle proposé est donc celui des rééducations dites psychothérapiques. Il ne s'agit pas de rejeter les rééducations, bien évidemment, mais de s'apercevoir que, inévitablement, tous les protocoles et toutes les méthodes de soins vont être absorbés par cette méthode, quelle que soit voilà. C'est celle des protocoles adaptatifs, dans un monde qui est celui de la conscience triomphante, où aucune identité de soi à soi n'est dérangée par ce grain de sable que Freud avait nommé inconscient. C'est autre chose plus extime de chacun, pour reprendre le bout de Lacan. Alors, doit-on être très pessimiste ou désespérément optimiste? En tout cas, d'être tous ici, et par-delà, cette salle montre la nécessité de la pertinence de ce refus et la nécessité d'une alliance de tous ceux qui convergent effectivement pour lutter de cette façon-là contre ce qui est en train de se mettre en place, ne serait-ce que pour pouvoir essayer de maintenir, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, des brèches, des possibilités de subversion qui permettent le maintien de ces pratiques qui n'ont jamais été des pratiques policières, mais à quoi on cherche à les ramener. Et donc une alliance avec tous ceux qui se mobilisent, psychologues en premier lieu, bien sûr, tout psychologue, mais aussi les psychanalystes et leurs associations, ne serait-ce que parce que leur éviction des dispositifs de soins se fait progressivement. On pense qu'il s'est passé en Nouvelle-Aquitaine, des dispositifs de soins sur l'autisme, etc., etc. Il y a la réduction du champ va être de plus en plus progressive, c'est inévitable, mais aussi certains psychiatres qui sont tout à fait conscients de la difficulté qui est en train de s'annoncer. Voilà. Désolé, je crois que j'ai des problèmes. Bon, alors, il va y avoir peut-être quelques répétitions, mais on va changer un peu de musicalité, peut-être. Ça peut se résoudre comme ça. Je crois que, voilà, cette question de pourquoi on est là, moi je l'aime beaucoup, parce qu'au fond c'est une question œcuménique, intemporelle, universelle, et c'est peut-être celle que tous les patients se posent quand ils viennent nous voir, et puis jusqu'à ce que peut-être vous les emmeniez vers quelques épiphanies langagières. Enfin, bon, pourquoi on est là? Moi je trouve qu'on a vraiment, vraiment besoin de force de rapprochement, pour continuer à penser ce qui nous arrive, bien sûr, le monde dans lequel on vit, et les conditions de production des discours. Et puis, je trouve essentiellement parce qu'on est obligé de faire un travail constant de désaliénation. C'est-à-dire que c'est d'autant plus impératif, si vous voulez, qu'on vit dans une société habitée par l'inflation de l'instant, de l'éphémère, et où ce qui paraissait un édifice solide, tel les grands récits émancipatoires, est aujourd'hui frappé d'obsolescence, c'est-à-dire au fond se dissolve dans la folie du rêve néolibéral.
Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tout respire dans la même direction. Insignifiance, négation de l'histoire, inflation d'une vision technocratique du monde, dont la perversion se déguise en intérêt collectif, et ça, c'est très compliqué à déjouer. Toute la destruction, en fait, organisée des services publics témoigne de ce cauchemar. Ce que Foucault, évidemment, appelait, puisque le grand Foucault, il est parmi nous, le totalitarisme de l'ordinaire, c'est-à-dire déresponsabilisation et contrôle des citoyens. Hein. Donc on vous veut du bien. Alors c'est là où, évidemment, nous sommes très en danger. Raison pour laquelle il faut regarder cet arrêté à la loupe. Ça va, le micro? Ouais? Non? Je vais me décaler un peu, parce que évidemment on en a beaucoup parlé. On a là une forme de machine disciplinaire, une sorte de guerre qui ne se mène pas tant, je dirais, contre la profession, et ça c'est mon point de vue, bien qu'avec elle, que contre l'intelligence de l'acte. C'est-à-dire pas seulement celui du psychologue, mais celui de tous les protagonistes qui y participent, c'est-à-dire patients, psychologues et même médecins à qui l'on peut prêter quand même une expérience sensible du choix de son réseau, en sont impactés. Ça va? Ouais. Chacun à la place qu'il occupe est donc invité à participer d'un régime de surveillance et de contrôle qui appelle sa soumission. C'est donc une guerre qui vise et participe de quoi? Eh bien, d'un affaiblissement majeur de leur rôle actif et de leur capacité à peser le sens des choses. On a donc un simulacre de soins imaginé par de soi-disant experts qui conseillent le prince et qui, par allégeance, par complicité avec les divinités de la fiction libérale, lui chantent à l'oreille la mascarade d'une clinique vétérinaire, je vous renvoie à Winnicott, indifférente à la singularité, la temporalité et la complexité, bien sûr, de la vie psychique, comme vous le savez. Une clinique à laquelle on demande de s'affranchir de l'expérience, de se débarrasser du réel et de participer d'une fermeture du symptôme en lui proposant la réponse normative clé en main que vous savez. Eh bien, c'est non. L'ingérence de l'État dans les pratiques professionnelles qui délégitiment l'esprit de recherche, voire une certaine valeur de vérité, ne peut pas être soutenue. Manipuler les préjugés utilitaristes de l'époque en restreignant le champ de l'expérience, des libertés et des responsabilités individuelles, pas plus. Le pseudo-positivisme scientiste, simpliste, pour ne pas dire médiocre, qui aboutit à réduire l'expérience sensible des patients à une assignation identitaire, eh bien c'est également non. Pour finir, le marché de dupes qui pervertit l'approche pratico-poétique du soin, tout en prenant l'ensemble de la profession en otage, c'est définitivement non à cette forme perverse d'hégémonie culturelle. Si éthique il y a, quelle que soit votre formation, elle implique de ne pas se laisser réduire à ce que Kant appelait l'état de minorité qui se résume par obéissez et ne raisonnez pas. C'est donc d'abord le citoyen, en chacun, qui ne peut y consentir sous peine de contribuer à son tour à faire de la démocratie la coquille vide qu'elle est en train de devenir. Il y va donc d'un honneur politique, je crois, à ne pas collaborer. Alors très vite ceci. On peut évidemment difficilement être surpris, je crois, dès l'instant où l'État s'érige, bien sûr, en gestionnaire de l'intime et s'approprie sa régulation, il fait évidemment son marché.
Il y a très nettement aujourd'hui une bourse des valeurs psy. La posture de l'HAS démiurge en son état en témoigne en psychiatrie ad nauseam. Avec cet arrêté, vous l'aurez compris, les fossoyeurs de la pensée propulsent au grand jour une part de l'identité de la profession et s'emploient volontairement à déchirer le voile pudique, je l'appelle comme ça, qui recouvrait ces lignes de partage. De ce fait, il contient la possibilité nauséeuse de les faire flamber à souhait. On peut craindre sérieusement, et il faudra faire très attention, les effets de cette petite bombe lancée sur la profession où se profilent, bien sûr, déjà, les pommes de discorde qui lui sont lancées comme autant d'os arrangés. L'ordre, le remboursement, la paramédicalisation, l'évaluation, le renforcement des diplômes, une chefferie quelconque, c'est un marécage. Il va falloir faire très attention. Alors la pluralité, bien sûr, oui. Moi j'y ai perçu dans ce désir une forme de prudence, une volonté de se défier au fond du relativisme des opinions dans laquelle la modernité barbote, comme vous le savez. La pluralité, elle est bien sûr indissociable des affaires humaines et de l'espace public, mais pas sans en articuler les différences. Et nous sommes bien placés pour savoir le boulot que ça implique, nous autres. Hein? Sachant qu'il va falloir tenir, il va falloir tenir quand rien ne tient. À ceux qui, à l'intérieur de leur cadre formel, peuvent encore penser, se penser libres de leur pratique, je rappellerai volontiers la signification de la corne de bélier dans la Torah. Réveillez-vous, réveillez-vous de votre somnolence. Ce qu'il reste de noblesse, je le dis aux psychologues, en psychiatrie, ce qu'il reste de noblesse aux mille et une façons d'articuler la rencontre avec la folie, c'est réfugié dans votre présence et celle de quelques autres, bien sûr, auxquels il faut tendre la main. C'est une responsabilité qui oblige à ne pas se désaffilier de la chose publique. Alors il paraît que plus on est aux confins du découragement, plus on est près du courage. Et le sens des intercollèges, je dirais, n'est peut-être rien d'autre que la tentative de créer un pont, une passerelle qui aille de l'un à l'autre. Merci beaucoup. Je remercie Roland Gori et Stéphane Chédri de l'invitation faite à l'ECF de participer à cette convergence auquel l'ECF a bien volontiers répondu par son soutien à cette journée. Durant ces dernières années, plusieurs expérimentations de dispositifs impliquant la fonction de psychologue et plus récemment des amendements et décrets gouvernementaux déjà en place ou à venir visent à réorganiser le champ psy et plus particulièrement l'exercice de la psychologie. En septembre dernier, les choses se sont accélérées avec l'examen par le Parlement de la loi de financement de la sécurité sociale. On y découvre, entre autres, un glissement des soins psychiques du secteur public et associatif au secteur libéral, annoncé comme un accès libre et gratuit pour tous aux soins psychiques. Ça ne mange pas de pain. Ces grandes manœuvres sans ambition que ponctuait notre forum de mai dernier, Psychologues, arrêtons l'arrêté, sont sous-tendues par une conception où domine la thèse neuro. Moyennant quoi, les psychologues sont sommés de rentrer au bercail de la médecine où l'attendent les psychiatres qui ont franchi ce pas depuis longtemps. Mais à cette invitation s'oppose un refus, un dire que non. Pour l'instant encore un peu diffus, mais que cette convergence peut aider à cristalliser plus avant. L'école de la cause freudienne est une association de psychanalystes et elle soutient cette convergence pour la raison que la psychanalyse d'orientation lacanienne
a toujours pris ses responsabilités dans un champ où les pratiques se vouent aux plus précaires de notre société. Les pratiques de parole, ces dimensions relationnelles et sociales, qui sont actuellement délibérément écartées au profit de traitements courts qui conviennent au marché de la santé, où le ternaire évaluation, diagnostic, méthode, qui n'a rien de psychologique, y joue un rôle purement économique. Pour rappel et en guise de clin d'œil à l'actualité, ce ternaire, évaluation, diagnostic, méthode, reconfigura il y a quelques années, grâce à la grille Agir, la prise en charge des personnes âgées. On en voit le résultat. Dans cette logique, les institutions des secteurs de la santé mentale et du médico-social, dans une visée de désinstitutionnalisation maintes fois recommandée par l'ONU en matière d'accueil du handicap et au nom de l'inclusion à tout crin, ne se sont pas vus dotés de moyens supplémentaires. Rarement, il faut bien le dire, on aura vu la déstructuration d'un champ relevant de la santé si vivement menée au pas de charge, à coups de lois, d'amendements et d'arrêtés, et où Chambre des députés, Conseil économique et social et instances administratives ont agi de concert, sans dialogue avec les différents partenaires. La fonction de psychologue se trouve être au nœud de ces différentes offensives, incarnant une sorte de cadenas dont on n'a pas encore tout à fait trouvé la clé si l'on en juge par le nombre de personnes réunies ce jour. C'est parce que, me semble-t-il, les psychologues, toute orientation confondue, pourvue d'une pratique, incarnent, qu'ils le sachent ou pas, une défense du précieux que représente la rencontre avec un qui souffre. Ce refus est donc plus éthique que corporatiste. Ce cadenas résiste là où on veut. Ce refus est donc plus éthique que corporatiste. Ce cadenas résiste là où l'on veut imposer aux praticiens libéraux des traitements sous contrôle de la médecine, évacuant toute dimension d'autonomie acquise, pourtant à travers son titre unique et les diplômes afférents. En libéral et bientôt en institution, la profession de psychologue subit une même mise au pas. Prescription médicale des séances, liste de psychologues, sélection des praticiens et projet de création d'un ordre de la profession, minutage du temps de la séance et nombre limité de celle-ci, glissement du terme de psychothérapie vers celui d'accompagnement psychologique, clivage des praticiens entre eux, entre ceux qui seront conventionnés, et les autres qui ne le seront pas, enfin volonté d'inscrire la pratique psychologique dans le parcours de soins. Faut-il ajouter à ces offensives et l'y conjoindre, c'est une question que je pose, celle de la plateforme de prise de rendez-vous au quasi-monopole qui, à sa manière, me semble-t-il, met aussi la profession au pas. Face à la rapidité d'exécution de ce plan, due aux dispositifs expérimentaux de fait, qui, sans avoir été évalués, inscrivent leur effectivité dans le droit, les organisations syndicales représentatives sont rejointes par divers collectifs, le principe de remboursement ayant été acté pour la plupart. Aussi, le refus de la paramédicalisation, l'attachement des psychologues à l'autonomie de leur profession au nom d'une éthique, trouve un large consensus qui permet d'envisager à ce jour une action concrète, le boycott de ces dispositifs afin que l'utilité sociale des psychologues continue d'œuvrer à la respiration démocratique. L'école de la cause freudienne a toujours su faire reconnaître et préserver ce bien public si précieux que sont les pratiques de parole, le libre choix du praticien, l'autonomie et la spécificité de la causalité psychique des souffrances subjectives dégagées par Freud puis Lacan, le temps qu'il faut et des institutions comme refuge pour les sujets les plus fragiles. L'utilité sociale du discours analytique a toujours été la référence de ces pratiques de parole,
et l'opinion sait très bien ce qu'elles ont d'essentiel. L'école de la cause freudienne forme depuis 40 ans des praticiens qu'un patient peut rencontrer dans telle institution ou dans tel cabinet de sa région. Ces praticiens sont orientés par leur propre analyse et le contrôle de leur pratique, rompu au savoir le plus actuel issu de la clinique qu'ils rencontrent au quotidien et surtout soucieux d'une éthique qui ne se satisfait pas du degré zéro de l'exigence que recèle la direction actuelle donnée à la prise en charge des souffrances psychiques. Je vous remercie. L'association des psychologues freudiens que je représente aujourd'hui s'associe pleinement à cette journée de convergence des psychologues en lutte. Cette proposition de dispositif Mon Psy Santé est une atteinte grave au métier de psychologue. Nous boycottons et appelons au boycott ce dispositif sur la base de ces 5 points. Premier point, tout d'abord, la durée de remboursement des séances. 8 séances seulement remboursées. Cela est insuffisant et ne correspond pas à notre travail. La prise en charge de la souffrance psychique demande du temps. La sortie d'une dépression n'est pas une question de volonté du patient. Il n'est pas possible de prédire à l'avance le temps qu'il faudra pour sortir d'un deuil, pour retrouver goût à la vie, pour s'extraire de ses angoisses. Cela nécessite un temps pour comprendre, un temps pour déchiffrer ce qui ne va pas. On ne soigne pas un mal-être psychique comme on soignerait une jambe cassée. Il faut du temps pour que le patient découvre ce qui en lui-même a été impacté. Cette proposition de remboursement de 8 séances est inadmissible et ne correspond en rien à notre pratique qui se fait toujours au cas par cas. Faire croire que l'on peut soigner en 8 séances est mensonger. D'autre part, un protocole de soins valable pour tous et fixé à l'avance va à l'encontre de notre code de déontologie, qui exige de prendre en compte au un par un la singularité de nos patients. Depuis la création du titre de psychologue, il est clairement stipulé dans notre code de déontologie que, je cite, la complexité des situations psychologiques s'oppose à l'application automatique de règles. Deuxième point, le protocole exigé par ce dispositif, qui implique que le patient passe par un médecin traitant, complexifie le processus d'accès au psychologue et infantilise nos pratiques. Nous ne sommes pas des paramédicaux. L'obligation de passer par un médecin traitant transforme le recours au psychologue en véritable parcours du combattant pour le patient, qui devra répéter à plusieurs reprises et à plusieurs interlocuteurs différents les moments traumatiques et douloureux de son existence. Les patients n'ont pas à devoir justifier l'ampleur de leur mal-être pour obtenir le droit à être remboursés. Le psychologue n'a jamais été prescrit, ni même adressé, au fond c'est la même chose, sur ordonnance médicale, et il n'a pas à l'être. Notre formation universitaire solide nous confère une autonomie dans nos pratiques qui est inscrite au cœur de notre code de déontologie. Notre indépendance vis-à-vis du médical est aussi ce qui permet de garantir le respect du secret professionnel et la liberté de parler, indispensable dans une démocratie. Cela correspond au principe 2 du Code de déontologie des psychologues, respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité. Le protocole de soins proposé par l'État met en péril cette indépendance. Il met également en péril la possibilité du patient d'accéder au psychologue de son choix, ce qui est un point fondamental également de notre code de déontologie. Je cite, « Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la ou le psychologue de son choix. » Or, avec ce dispositif, cela deviendrait impossible, puisque dans l'article 1er de ce décret est décrite très précisément la sélection des psychologues qui seront admis à faire partie du processus de remboursement. Le nombre de psychologues remboursés sera fixé annuellement par région et les patients souhaitant être remboursés ne pourront avoir recours qu'à cette petite liste de psychologues. Empêcher l'accès libre et direct du psychologue
du patient au psychologue de son choix n'est pas possible et nous nous y opposons fermement. Troisième point, la tarification imposée. Le décret stipule que, je cite, les tarifs, les codes de facturation ainsi que les indications du bilan d'évaluation et des séances d'accompagnement sont fixés par arrêté. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Bien sûr, nous disons oui à un remboursement des séances, mais à un tarif décent et pas sur prescription ni adressage médical. L'article 25 de notre code de déontologie prévoit que le psychologue qui exerce en libéral détermine librement ses honoraires avec tact et mesure. Quatrième point, et c'est un point qui nous semble essentiel, l'accès aux psychologues libres et gratuits en France existe déjà. Cela s'appelle les CMP. Et il est inconcevable d'entendre Monsieur le ministre de la Santé dire que l'accès libre et gratuit aux psychologues va être une grande première en France. C'est totalement faux. L'accès libre et gratuit aux psychologues en France existe depuis les années 60. Il se fait dans les CMP. Les centres médico-psychologiques sont des lieux de soins qui accueillent et prennent en charge la souffrance psychique. Ils font partie de l'hôpital psychiatrique. Celui-ci a été démantelé depuis des décennies. Il est urgent de redonner à la psychiatrie les véritables moyens financiers et humains dont elle a besoin afin de prendre dignement en charge ses patients. Aujourd'hui, pour une première consultation en pédopsychiatrie, les délais varient de 1 à 3 ans. C'est à l'hôpital psychiatrique, dans les CMP, qu'il est urgent de recruter des psychologues, car il n'est pas possible d'accueillir seul, en libéral, les patients que la psychiatrie n'a pas les moyens de prendre en charge. Ceci nécessite un étayage de soins sur du long terme et par une équipe pluriprofessionnelle. Lorsque j'ai commencé à travailler en psychiatrie, il y a 15 ans, l'hôpital de jour dans lequel j'intervenais accueillait les patients sur une durée indéterminée. Certains patients y trouvaient un lien social vital qui leur donnait une place dans la société, leur permettait de retrouver un sens à leur vie. Ce lien solide, à durée indéterminée, les stabilisait. Aujourd'hui, les prises en charge se font pour une durée de 2 ans maximum. Alors, 8 séances, vraiment, c'est de la poudre aux yeux qui masque mal l'idéologie de rentabilité économique et les rêves qu'elle concentre. Rêver de mettre au pas, sur pied, au travail, le plus rapidement possible, des individus mis à mal par l'époque que nous traversons. Or, le véritable enjeu majeur de société est de repenser l'offre de soins, développer les postes de psychologues au sein des services publics. CMP, unité d'hospitalisation. Cela permettrait de rétablir plus honnêtement le principe d'égalité des soins, puisque l'on sait que l'on ferme les structures de soins publics dans les régions de France les plus paupérisées. C'est cela qui est scandaleux. Et enfin, 5e point, nous disons non à la création d'un ordre des psychologues. Nous nous opposons à la proposition d'un conseil de l'ordre qui vise à uniformiser nos pratiques. Nos pratiques sont plurielles, variées, et la journée d'aujourd'hui en est la preuve. Et nous tenons à cette pluralité des approches, qui est une richesse, et qui permet aux patients de choisir le type d'approche qui leur convienne. Nous disons non au contrôle de nos outils, et oui à une pluralité clinique et théorique. Merci. Bien, merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un grand merci d'être là. Un grand merci à la mairie de Montreuil de nous accueillir dans ces conditions tout à fait généreuses et chaleureuses. Enfin, chaleureuse, c'est une façon de parler. Et puis un grand merci à Christian d'avoir mis en place un dispositif qui nous permette de diffuser très largement notre journée. Ça va, c'est bon? Oui. Et un grand merci aux amis d'être là. Et je dois dire aussi, en toute simplicité, si vous le permettez,
que je suis ravi de voir aussi qu'une nouvelle génération est en train de prendre superbement le relais avec une grande efficacité, montrant que les nouvelles technologies ne sont pas simplement les moyens par lesquels on assujettit les citoyens, mais peuvent constituer aussi des vecteurs d'émancipation. Alors, je suis ici avec d'autres comme Stéphane, Alain et bien d'autres ici. Je suis ici au nom de l'appel des appels. Et je suis aussi ici pour dire, justement, au nom de l'appel des appels, que nous dénonçons la manière dont messieurs Véran et Blanquer, pour les nommer, mettent en place, usent d'armes de destruction massive de nos métiers pour installer une pure rationalisation instrumentale en prolétarisant les praticiens. En somme, ils sont sur cette pente néolibérale qui nous conduit à ce que le philosophe Achille Mbembe appelle le devenir nègre du monde. Et je voudrais citer Achille Mbembe. Une forme inédite de la vie psychique, adossée à la mémoire artificielle et numérique et à des modèles cognitifs relevant des neurosciences et de la neuroéconomie, se fait jour. Automatisme psychique et automatisme technologique ne formant plus qu'un seul et même faisceau. La fiction d'un sujet humain nouveau, entrepreneur de soi-même, plastique et sommé de se reconfigurer en permanence en fonction des artefacts qu'offre l'époque. Voilà ce qui s'installe. Donc cette forme inédite de vie psychique, construite et installée par les dispositifs sociaux et culturels du capitalisme néolibéral, explique la nécessité dans laquelle les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques aujourd'hui, se trouvent de devoir détruire nos métiers, de devoir détruire, comme je l'ai dit, la substance de nos métiers et donc de les vider justement de cette substance. Aujourd'hui, dans tous les métiers en particulier qui traitent de la vulnérabilité humaine, confondant d'ailleurs le vulnérable avec la fragilité. La vulnérabilité humaine, c'est la part essentielle à partir de laquelle se réalise l'humanité de l'homme. Et dans tous les métiers qui s'occupent de cette humanité de l'homme, dans tous les métiers, la logique comptable copule avec le système technicien pour offrir toujours davantage de techniques standardisées, taylorisées, protocolisées, évaluées, et toujours moins de relations humaines. Et donc toujours moins de postes, bien évidemment. Réservant, et ça a été montré notamment par une mathématicienne américaine, Katie Hodney, finalement réservant la relation humaine aux plus riches et offrant aux plus pauvres, bien sûr, les machines algorithmiques, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que les nouvelles technologies soient rejetées, c'est pas ça. C'est qu'en gros, ils deviennent la solution palliative, n'est-ce pas, et ils permettent d'accroître les inégalités sociales. Alors, je crois que pendant trop longtemps, j'ai fait partie de ces générations, puisque plusieurs de mes amis nous ont rappelé, n'est-ce pas, que nous étions un peu, aujourd'hui, des monuments historiques, n'est-ce pas. Longtemps, les pouvoirs gestionnaires ont divisé les psychologues en les opposant par les méthodes. Je crois que c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est ce qui a été exposé par tous nos amis précédemment. C'est-à-dire, le vrai problème, c'est que nous sommes aujourd'hui dans ce que Gilles Deleuze appelait une société de contrôle, qui fait suite aux sociétés disciplinaires analysées par Foucault. Dans une société de contrôle, les pouvoirs politiques procèdent autrement que dans les sociétés disciplinaires. Ils n'ont plus besoin d'obtenir l'adhésion subjective des individus pour les faire obéir. C'est plus la peine. Il suffit de mettre en place des stratégies d'influence des comportements. Et Bertolt Brecht rappelait que quand on traite la psyché comme un comportement, on est déjà dans le fascisme. Je ne dis pas que nous y sommes, nous sommes juste un peu avant. C'est la raison pour laquelle, depuis des années, les techniques d'économie comportementale, ce qu'on appelle les nudges, tendent à remplacer les traitements des subjectivités. À partir de quoi ces pouvoirs-là n'ont plus besoin de psychologues, que ces psychologues soient psychothérapeutes, psychanalystes, cognitivistes, c'est pas le problème. Ils n'ont plus besoin de psychologues,
Il leur suffit d'avoir des techniciens de surface chargés d'influencer les comportements des populations. Des populations. Je n'ai pas dit des subjectivités. Le sujet étant réduit à ce moment-là à un segment statistique de population. La technocratie d'appareil s'installe alors. Elle suffit en lieu et place à la fois et du politique et du psychothérapique. La bureaucratie, ne vous y trompez pas, la bureaucratie, c'est pas seulement dans les institutions. La bureaucratie, et nous savons d'ailleurs depuis les travaux de David Graeber que le néolibéralisme est encore beaucoup plus lourd en termes bureaucratiques que ne le furent les régimes soviétiques. C'est-à-dire que contrairement, n'est-ce pas, à la doxa, le néolibéralisme produit de la bureaucratie. Et la bureaucratie, elle n'est pas uniquement dans les institutions. La bureaucratie, elle doit aussi être implantée comme des implants d'appareil dans chaque individu, afin qu'il soit connecté au pouvoir par ce que j'appellerais des fils numériques, qui, de mon point de vue, sont les nouvelles chaînes d'esclavage moderne. Messieurs Véran et messieurs Blanquer veulent être les marionnettistes qui agitent les fils numériques par lesquels ils tiennent les citoyens aux moyens de tenir d'abord les professionnels. Et ceci est vrai, je n'ai pas le temps de le développer, mais des modifications de fonctionnement de l'administration centrale, en particulier du ministère de l'Éducation, avec M. Blanquer, n'est-ce pas, jusque, bien évidemment, au plus modeste des praticiens. Il s'agit de les lier par des chaînes d'esclavage numérique, encore une fois, qui déterminent les actes qu'ils doivent accomplir. Et donc, nous perdons notre dignité, tu l'as dit, nous perdons notre fierté, nous perdons notre responsabilité, tu l'as dit aussi. C'est la raison pour laquelle il faut exploser les paradigmes des équipes soignantes ou enseignantes au profit de plateformes et de numérisation des actes professionnels. Vous savez, c'est très vieux, Taylor, déjà dans les années 1900 et quelques, au tout début du siècle, avait insisté là-dessus. Le taylorisme, c'est pas simplement d'accroître le rendement professionnel, c'est surtout d'éviter que les gens qui travaillent en atelier soient solidaires et compagnons. C'est essentiellement une lutte anti-syndicale. C'est très clair. Lisez comme ça la préface dans la traduction française. C'est évident. Il s'agit surtout d'individualiser. La massification dont Alain a parlé tout à l'heure, elle s'accompagne nécessairement d'un extrême isolement des individus dont nous savons depuis Hannah Arendt qu'il constitue la condition sociale et culturelle des totalitarismes. Donc, c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, eh bien, une minute, là. Oui, d'accord. 2 minutes, allez. 2 minutes. C'est la raison pour laquelle, justement, les pouvoirs publics vont faire leur marché en sélectionnant les pseudo-experts à même de donner, si vous voulez, une légitimité à ces réformes. Donc, ces réformes, c'est ce que je suis venu simplement vous dire, détruisent nos métiers, en particulier les métiers de l'humain, en installant de nouveaux habitus professionnels, c'est de nouvelles manières de penser et d'agir dans le monde, afin d'accroître le contrôle, toujours plus de contrôle, pour mettre tous les citoyens sur des autoroutes de servitude, où ils peuvent être suivis à ce moment-là à la trace, contrôlés en permanence et normalisés. Et pour pouvoir suivre à la trace, contrôler et normaliser les citoyens, il faut commencer par suivre à la trace, contrôler et normaliser les professionnels. Donc si vous voulez, pour terminer en 2 minutes là, aujourd'hui nous sommes là parce que nous prenons conscience notamment que le problème n'est pas un problème technique, c'est pas un problème corporatiste, c'est pas un problème professionnel, c'est un problème politique. Foucault nous avait dit déjà que la psychiatrie, c'est pas une science, c'est pas un art, c'est pas un ensemble de pratiques, c'est d'abord un fait de civilisation. Bien effectivement, et Alain l'a dit tout à l'heure, il y a une modification dans cette civilisation. Alors, je crois que nos réponses, il faut que ce soit, enfin, il faut qu'il y ait au moins une réponse, et notre présence ici est déjà une réponse politique, n'est-ce pas, quelque chose qui soit de l'ordre de, je dirais, mettre des ponts entre les différents archipels des organisations qui ont émergé. C'est-à-dire, je crois aujourd'hui que la solution face à une fédération qui serait bureaucratique et hiérarchique, et hiérarchisante, et éventuellement complaisante avec le pouvoir, je crois qu'il faut installer quelque chose de l'ordre d'une structure rhizomatique
faisant lien entre les différents archipels. René Char disait que le pont-levis, c'est l'esprit du château fort. Donc, si vous voulez, pour ça, je crois que nous avons peut-être aujourd'hui à envisager, je terminerai là-dessus, à envisager, si vous voulez, la possibilité de commencer à mettre en place cette structure rhizomatique de nos archipels. Pas pour nous massifier, pas pour nous isoler un peu plus, pas pour nous mettre dans des vieilles structures disciplinaires, non, pour inventer quelque chose. Et je dirais simplement que l'appel des appels, conscient justement de la décomposition de l'éthique, de la politique des métiers, est là pour soutenir tous ceux qui aujourd'hui voudraient travailler avec nous. Et vous le savez, nous avons aussi un partenariat avec la revue de sciences politiques Res Publica, qui a déjà publié 3 textes, d'entre nous notamment, mais qui est tout à fait ouverte, n'est-ce pas, sur une nouvelle rubrique qu'elle a créée, qui s'appelle « Service public ou barbarie ». Je crois que c'est à ça que nous avons affaire. Merci.